Il faut évidemment qu'on revienne sur cette étude très sérieuse menée par un institut allemand qui arrive à cette conclusion qui est quand même assez dingue. Pas sur le principe, mais sur les montants qui sont en jeu. La monnaie unique, l'euro, a fait perdre à chaque Français, tenez-vous bien, quasiment 56 000 euros depuis 20 ans. Voilà, il fallait qu'on en parle avec vous. Véronique Riche-Flores, bonjour. Bonjour. Économiste et président du cabinet RF Research, donc on l'a compris, l'euro la monnaie unique, qui a largement nui aux intérêts français, qui a appauvri les Français, à en croire encore une fois donc le centre d'études, le Centre de politique européenne, il faut être précis, le CPE, que je ne connaissais pas, bref, mais c'est des chiffres qui sont dingues, 55 000 euros par an en 20 ans. Est-ce que c'est une étude qui est à charge? Est-ce que, pardon, on va parler de la méthode après, mais c'est un institut qui est think tank, comme on dit, libéral. Ouais, est-ce qu'il y a un biais? Est-ce qu'il y a un parti pris? Est-ce qu'elle est orientée, cette étude? Ou c'est une mauvaise question. Faut pas Les se la poser. conclusions peuvent être un peu orientées, en tout cas elles sont discutables, hein, parce que la conclusion majeure c'est de dire finalement la France et l'Italie qui vivaient grâce aux dévaluations avant la zone euro ont été privées de cette facilité et n'ont pas su faire les réformes pour compenser ce manque à gagner. Donc elles ont perdu. Et puis après, alors donc ça c'est contestable, je pense qu'il y a d'autres éléments, mais on en parlera ensuite. Et puis après sur la méthode... Mais donc il n'y a pas de volonté, pardon, je coupe, il n'y a pas de volonté de taper sur l'euro, encore une fois. Non, Ok, bon, très bien, mais je voulais quand même poser la question. Peut-être une volonté de convaincre qu'il faille faire des réformes qui sont les réformes plutôt prônées par cet institut et avancer sur ce plan-là. Je suis plutôt libérale. Mais sinon, fondamentalement, non. Après, sur le chiffrage lui-même, c'est toujours compliqué pour un économiste parce que finalement, quelle est la base de comparaison? Donc là, on a pris les tendances antérieures. Ça, il faut être très précis parce que pour le commun des mortels, on se dit, mais comment ils sont arrivés à ce chiffre 56 000 euros? Alors, c'est pas par an, c'est en 20 ans ce que ça a coûté aux Français. La méthode, c'est la méthode dite de contrôle synthétique. Pardon ça paraît compliqué comme ça, mais le principe, c'est d'imaginer, alors tenez-vous bien, d'imaginer quelle aurait été la croissance en France si l'euro n'avait pas existé. Là, on se dit que c'est un truc d'énarque. C'est pas tiré par les cheveux ou c'est une méthode classique d'économiste? On se dit que c'est quand même compliqué à modéliser en se disant, mais voilà ce qui serait passé si jamais l'euro n'avait pas existé. C'est assez compliqué, hein, parce qu'il y a des chocs de prix, il y a un choc de taux d'intérêt avec une baisse généralisée des taux d'intérêt et surtout une moindre volatilité ou instabilité à la fois des taux d'intérêt et d'échange dont on sait que les conséquences conjoncturelles sont considérables. Donc effectivement, c'est très contestable ou discutable. Voilà. Par contre, la conclusion est intéressante et je pense que c'est intéressant qu'un institut arrive à mettre des chiffres. Voilà, il faut les prendre avec beaucoup de précaution et surtout à hiérarchiser ces différents pays. Oui, on va le faire, on va regarder la Grèce, on va regarder l'Italie, on va regarder la France, on va regarder l'Allemagne, mais juste encore une fois qu'on comprenne bien, parce que la conclusion, les chiffres, c'est hyper important, mais la méthode, encore une fois, il faut imaginer, alors je redis, je pense qu'on a compris, ce qui serait passé en France si l'euro n'ait pas existé. Comment ils ont fait concrètement? Ils ont regardé d'autres pays qui sont en Europe, mais qui n'ont pas adopté l'euro. Une espèce de panier de 8 pays, en regardant comment ces pays-là se sont comportés. C'est ça la méthode, encore une fois. Pardon d'être précis, mais il faut comprendre, quoi. Mais là encore, c'est compliqué parce que des pays qui étaient dans l'Europe, mais qui n'étaient pas dans la zone euro, avaient une certaine flexibilité de leur taux de change. Alors on peut se dire, bon, finalement, France et l'Italie auraient suivi sans doute ces évolutions, mais en réalité, ces évolutions étaient elles-mêmes le résultat de l'existence d'une nouvelle monnaie, l'euro, qui a également changé tout le cadre, et au-delà du cadre européen, d'ailleurs, le cadre mondial au niveau des devises. Donc c'est forcément très arbitraire, très fragile. Et donc peut-être pas fiable, pardon, je ne veux pas décrédibiliser. Certainement, mais... en tout cas, à ne pas considérer au pied de la lettre avec des montants qu'on afficherait en disant voilà, non. Mais qu'est-ce qui nous dit, encore une fois, pardon, mais j'insiste, après on en vient aux chiffres précis, qu'est-ce qui nous dit, Véronique, que la France aurait eu plus de croissance sans l'euro? Certes, on aurait dévalué comme on le fait, je crois qu'en moyenne, depuis la guerre, on dévaluait en moyenne tous les 7 ans. Donc là, il nous manque 2 ou 3 dévaluations. Mais on a connu, on a eu des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que ce qu'on a eu avec l'euro. C'est une évidence, la France toute seule ne se serait pas endettée aussi bas et dans la roue de l'Allemagne, parce qu'on est dans la roue de l'Allemagne, on n'a pas les mêmes finances publiques qu'eux, mais on s'endette à peine plus cher qu'eux. Certes, en même temps, vous êtes dans un environnement mondial où les taux d'intérêt baissent pour des tas de raisons fondamentales, structurelles, démographiques. L'État français s'endetterait à 50 points de base s'il n'y avait pas l'euro. Oui, probablement, parce qu'on serait sans doute un peu plus vigilant à l'égard des situations domestiques et des capacités de remboursement de nos dettes, par exemple. Donc effectivement, il y aurait certainement des écarts. Mais qu'est-ce qui nous dit que la croissance aurait été plus élevée
en France s'il n'y en avait pas eu l'euro? Bah, Parce que c'est ce que nous dit cet institut. Essentiellement, je pense, et c'est ce qu'on a bien vu quand on suivait la conjoncture européenne durant les 10 premières années, en particulier de l'euro, essentiellement les interférences entre le taux de change et la croissance. Bien avoir en Donc on tête n'a pas pu d'évaluer. C'est ça le truc en fait. On n'a pas pu d'évaluer. Non seulement on n'a pas pu d'évaluer, mais il a fallu quand même absorber une appréciation du taux de change réel. C'est-à-dire qu'on compare nos taux de change avec les écarts d'inflation des autres pays, de 25% entre 2000 et 2004. L'euro était trop cher pour la France. A été mortel. Il a été mortel pour qui? Pour les pays dont l'industrie n'était pas une industrie particulièrement à forte valeur ajoutée. Il a été mortel parce que finalement, il a laissé le terrain libre à la concurrence des nouveaux pays industrialisés, en particulier d'Asie, qui se sont... Alors moi j'avais fait le calcul, d'Europe de l'Est. Alors c'était un peu différent parce qu'il y a eu l'interférence de l'Allemagne à ce niveau-là également. Mais moi j'avais fait le calcul, j'avais un petit taux de change réel à l'époque que je suivais de très près. On voyait que le taux de change de l'euro à l'égard du bloc asiatique s'est apprécié en termes réels de 45%. C'est-à-dire qu'on s'est, quelque part, on s'est fait un peu harakiri. On avait des concurrents qui arrivaient favorisés par des très bas coûts de main-d'œuvre, une industrie en pleine effervescence qui venait manger déjà sur et en plus, il y a double effet qui se fout, il y a eu l'effet de devise. Donc, soit vous avez une industrie qui profite de ce cadre mondial, bien d'équipement, l'Allemagne, qui est connue pour sa spécialisation là-dessus. Et qui n'est pas gênée par un euro qui est fort, parce qu'in fine, quand il faut acheter une machine-outil, même si elle est plus chère, et qu'elle est allemande, il faut l'acheter. Exactement. Moi, j'avais rencontré un industriel chinois qui m'avait écouté, qui m'avait dit « mais je suis d'accord avec vous, moi j'ai besoin d'une machine d'imprimerie, je ne sais plus laquelle, je n'ai jamais su d'ailleurs, et je n'ai pas le choix. Seulement, les Allemands produisent ce type de machine, donc qu'elle soit 25% plus chère ou moins chère, de toute façon, il faut que je l'achète. » Et il y avait cette spécialisation. Alors, ça n'empêche pas, on peut reprocher et regretter que France et Italie n'aient pas eu la bonne spécialisation, n'aient pas été sur les créneaux à forte valeur ajoutée qui les susceptible de les protéger des interférences du taux de change. Mais on voit bien que l'Italie, l'industrie de moyenne valeur ajoutée, tout ce qui est textile, etc., a pris de plein fouet la concurrence, plus l'effet change. Et donc voilà, l'euro a été trop fort pour la France. Exactement. Et c'est ce qui fait que... Ben voilà. Et donc, est-ce qu'il faut comprendre? Parce que l'Allemagne, pour le coup, c'est le grand vainqueur de cette étude depuis l'entrée de l'euro, avec un gain de 23 000 euros par habitant, là où nous, on en perd 55 000 par habitant. Est-ce que ça signifie que ce que la France a perdu, c'est l'Allemagne qui l'a gagné, enfin pour partie évidemment, parce que ce n'est pas les montants, ou est-ce que je vais un peu vite là? Vous allez un petit peu vite, mais c'est vrai que ce qu'a gagné, l'Allemagne a gagné beaucoup de l'effet positif de l'introduction de l'euro sur l'ensemble de la zone européenne, notamment la montée en puissance d'économies qui était très dynamique. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient très faibles, parce que correspondant à la situation allemande, et vous avez des économies telles que l'Espagne, y compris la Grèce, donc, mais également la France, qui ont été tirées, dopées par l'introduction de l'euro, par l'abaissement du niveau des taux d'intérêt. Comme quoi le niveau des taux d'intérêt est très important, effectivement, vous l'aviez signalé. Et moi, je me souviens qu'entre 2000 et 2008, si vous faites le bilan des courses, finalement, à 60%, les gains à l'export réalisés par l'économie allemande ont été faits à l'égard du reste de la zone euro. Donc il y a à la fois une aspiration extérieure avec le décollage des pays émergents, en particulier de la Chine, et une dynamique domestique qui a largement profité à l'Allemagne. L'Europe de l'Est est un cas un peu à part, finalement, qui a surtout permis à l'Allemagne d'abaisser ses coûts. On a fait rentrer les pays d'Europe de l'Est dans l'UE. Elle a outsourcé une partie de son industrie. Bien évidemment. Et on a par là même dynamisé toute une région qui a des liens privilégiés avec l'Allemagne, un petit peu l'Italie également, l'Europe de l'Est. Ça a marché un temps. La difficulté, c'est d'entretenir cela. Mais voilà, vous ne pouvez pas résumer les
les effets de l'introduction de l'euro sur la dynamique économique des pays respectifs par un seul élément. Il y a une combinaison de facteurs, dont la globalisation, la multiplication des échanges mondiaux, la concurrence dans un premier temps, qui est venue du monde émergent, en particulier d'Asie, cette capacité de l'Allemagne à compenser ses coûts en délocalisant tout ce qui était à fort contenu de main-d'œuvre à ses frontières, sur un territoire relativement proche, culturellement, etc. Toutes ces opportunités que n'a pas eu la France. La France a très peu investi en Europe de l'Est et elle avait très peu de raisons de le faire, à la fois historique, culturelle, etc., ou industrielle d'ailleurs. Ouais. Il y a pire que nous, hein, Véronique. Il y a les Italiens, pour eux, c'est 73 000 € perdus par habitant en 20 ans. Et la surprise vient de la Grèce, effectivement, qui pour le coup n'aurait un gain quasi nul, hein, 200 balles par habitant. Mais en fait, il faut voir, en fait, ils ont profité jusqu'à la crise grecque et puis tout ce qu'ils ont gagné, ils l'ont reperdu depuis avec les efforts qui ont été demandés aux Grecs, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Hein. Donc finalement, au niveau de vie, on voit que le niveau de vie en Grèce est à peu près retourné au point de départ. Ce qui n'était pas néanmoins l'objectif de la zone euro et du projet européen. Le bilan global, encore une fois, à l'échelle de la zone euro, on se dit quoi? Il est plutôt négatif ou pas? Parce que nous, en tant que Français, on se dit effectivement, on a été gagnant sur les taux d'intérêt. Assurément, l'État français peut s'en féliciter. Mais sur effectivement l'euro qui était certains 10 ou 15%, c'est ça? Trop cher par rapport à notre niveau de gamme de produits? Eh bien là, ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher, ça a probablement accéléré le déclin de notre industrie. Alors l'un dans l'autre, je dirais que l'euro, probablement par le passé, a plutôt eu des effets favorables. Toute la question repose sur ce qu'on en fait à l'avenir. Est-ce qu'on est mieux armé pour mieux répartir les fruits d'une monnaie commune? Et là, je pense qu'effectivement, et c'est pour ça que l'Europe est quand même en crise, disons-le, on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faudrait qu'on progresse et qu'on répartisse beaucoup mieux les fruits de cette croissance. C'est tout l'objet. Je pense par exemple à l'excédent courant allemand qui est absolument colossal et à la politique économique d'austérité, de rigueur budgétaire qui a été imposée. Pas partout. En France, on fait un peu de relance. En Italie, ils font un peu de relance aussi. Et puis l'euro vaut 1,13 aujourd'hui, non? C'est mieux, on est à 1,13 sur l'euro d'ailleurs. L'euro-dollar. Oui, et l'euro va probablement remonter parce que vous avez, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas quitter cette prison de moins en moins dorée qu'est la zone euro, et encore moins l'Europe. C'est ce que démontre le Brexit ou l'échec des Britanniques aujourd'hui. Donc finalement, la valeur de l'euro est probablement amenée à s'apprécier davantage. Donc on a composé... On est plus confortable, nous, Français, avec un euro-dollar. Alors, prendre euro-dollar parce que c'est la. Voilà, mais il y a pas. La France commerce qu'à hauteur de 20%. C'est un raccourci quand même assez périlleux, surtout aujourd'hui. Hein. Le taux de change effectif, c'est-à-dire par rapport à un panier de monnaie de 38 devises, la mesure officielle est beaucoup plus élevée que ne le suggère le taux de change par rapport au dollar. Ouais, et puis en plus, on commerce essentiellement d'ailleurs avec la zone euro. Donc, parler de panier de devises, en fait, on s'en fout un peu parce qu'on commerce essentiellement. Notre premier partenaire, c'est qui? Ce sont les Allemands. La moitié du commerce français est fait avec l'Europe. Le principal concurrent de l'Allemagne, il est au Japon, il est en Chine. Donc voilà, il faut quand même regarder bien l'évolution des taux de change par rapport à ces régions. Bon, voilà, on voulait vous parler de ce rapport à retrouver évidemment sur leur site web, donc le CEP, le CPE, le Centre de politique européenne, Institut Think Tank libéral allemand, qui sort donc cette étude. Merci pour ces explications. Signée Véronique Riche-Florest, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci. Merci David.